Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça ne vous aura pas échappé, je me suis récemment découvert une passion pour l'archéologie minière. On a commencé par explorer la mine du château, puis on a passé 4 heures sous terre dans un autre réseau du massif vosgien, et on a même fini par fouiller un ancien site de fonderie qui était associé à des puits de mine. Un site qu'on vient de réussir à dater grâce au carbone 14 et qui a fonctionné au cœur du Moyen-Âge. Bref, je suis totalement tombé amoureux de l'univers des mines et c'est ce qui m'a amené à découvrir un cas aussi mystérieux qu'étrange. Il faut savoir que pendant mes études d'archéo, j'ai jamais vraiment eu de cours sur l'archéologie minière. C'est vraiment un sujet que j'ai découvert sur le tard et pour lequel je suis encore en train de me former. Alors pour ça, je me suis récemment mis à lire de plus en plus de rapports de fouilles. Et c'est dans l'un de ces rapports, tout à fait par hasard, que j'ai découvert ce qui va suivre. C'est un cas assez étrange, et je vous préviens, il n'a pas encore été publié en dehors du rapport. Donc ça reste un cas assez confidentiel. Et j'en profite pour remercier l'archéologue Véronique Gallien qui a fouillé et étudié ce cas, et qui a gentiment répondu à certaines de mes questions par mail pour que je puisse vous parler de cette affaire, sans trahir la réalité scientifique, en ayant toutes les bonnes informations, et en ayant toutes mes questions éclaircies. Voilà, donc merci à Véronique Gallien et merci au responsable d'opération Jean-Yves Langlois qui lui a transféré mon mail. Voilà, merci beaucoup. Cela étant dit, commençons par le commencement, l'histoire de la découverte. Tout commence autour de 2010 dans une petite commune de la Sarthe, la Millesse. C'est une commune qui va bientôt être le théâtre de grands travaux puisqu'elle va être traversée par une ligne grande vitesse. Sauf qu'on détecte rapidement plusieurs sites archéologiques sur le tracé de la LGV. Autrement dit, ce sont des sites qui vont être détruits par les travaux et qu'il s'agit à tout prix de sauvegarder, de fouiller avant destruction. Des fouilles préventives sont donc prescrites et c'est l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, qui est mis sur le coup. Alors évidemment, c'est un chantier très vaste, il va y avoir plusieurs sites de fouilles, mais celui qui nous intéresse, c'est celui qui est situé tout au sommet de la butte du bois Bélan. Et avant intervention, il ressemble à ça. Alors, regardez bien la photo, il y a un élément en particulier que vous devriez reconnaître. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez que la forme du terrain nous donne de précieux indices pour déceler des vestiges cachés ça et là. En l'occurrence, on avait parlé de ces dépressions plus ou moins grandes qu'on avait observées tout autour de notre site. Et comme je vous l'avais expliqué, ce sont tout ce qui reste d'anciens puits. Des puits de mines qui ont fini par s'effondrer et adopter cette forme si particulière. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais on voit particulièrement bien qu'il y a un alignement de gros trous dans le terrain, qui sont ces anciens puits en fait, qui servaient à accéder aux galeries souterraines et à extraire le minerai. C'est fou, c'est fou. Ce genre de tête de puits, on en retrouve aussi bien chez les Gaulois qu'au Moyen-Âge. En fait, c'était très courant à travers les époques de creuser des puits pour atteindre du minerai. Et justement, si on revient à notre photo, on a ce type de vestige juste ici. Ce qui pose une question très intéressante. Notre site du bois de Bélan cacherait-il d'anciennes mines ? Y aurait-il là-dessous d'anciennes galeries à découvrir ? La réponse est bien évidemment oui. Pendant plusieurs mois, du 2 novembre 2012 au 31 mars 2013, l'équipe de fouilles sous la responsabilité de Jean-Yves Langlois et Véronique Gallien va mettre au jour une vaste exploitation minière, occupant toute la surface de la butte. Dans les parties basses, les archéologues identifieront une exploitation à ciel ouvert. C'est là où le minerai était directement à la surface et où de simples creusements ont permis de le récupérer. Mais plus l'équipe remontera la pente, plus elle mettra au jour des extensions souterraines, avec notamment des sapes. C'est finalement tout au sommet de la butte, dans la fenêtre de fouille numéro 14, que va être exhumé un véritable réseau de puits et de galeries, descendant jusqu'à 8 mètres de profondeur. Bref, une authentique mine de fer, qui n'a pas été creusée dans des roches dures comme ce qu'on a souvent à l'esprit, mais dans un milieu sédimentaire. En l'occurrence, une alternance de couches d'argile, de sable, de limon, donc un milieu un peu plus instable. Alors comment fouiller tout ça ? En l'occurrence, la fouille va se dérouler sous forme de décapage successif. Ça veut dire que les archéologues vont utiliser une pelle mécanique et vont descendre palier par palier en s'arrêtant tous les 50 cm à 1 mètre maximum. Chaque palier va révéler des vestiges,
notamment en fonction de la couleur de la terre qui va révéler d'anciens puits, d'anciennes galeries, etc. Ainsi, palier après palier, on va voir se dessiner toute l'organisation de la mine, comme si on enlevait une à une les couches d'un millefeuille. Dans notre cas, la fouille va révéler que la mine se présentait sous forme de puits qui donnaient accès aux mineurs à des galeries souterraines. En bas des puits, les mineurs accédaient aux galeries qui étaient parfois très larges, jusqu'à 2,50 m, mais toujours assez basses, entre 1,40 m pour les plus hautes et 60 cm pour les plus basses. Donc il fallait toujours progresser courbé ou à quatre pattes, voire même ramper dans les galeries les plus basses. Voilà pour le décor, et avant d'arriver à la découverte surprenante, sachez que cette mine a pu être datée. En effet, on a retrouvé pas mal d'éléments de poterie, mais aussi des éléments de portique, qui sécurisaient les galeries instables. Ces restes de portique en bois ont donc été datés au carbone 14, et on a pu déterminer qu'ils avaient été installés entre la Tène finale et le début de l'Antiquité, c'est-à-dire entre la fin du IIe siècle avant notre ère et le milieu du 1er siècle après. Pour le dire très simplement, ce sont des Gaulois ou des Gallo-Romains qui ont creusé cette mine. Et puisqu'on a cette information, on peut enfin passer à la découverte étrange. Tout commence au niveau du deuxième palier de fouilles, qui correspond grosso modo au niveau de sol du passé. Les archéologues voient apparaître un rond de 85 cm de diamètre environ, et comprennent qu'il y avait là un puits. Mais jusque-là, rien de bien particulier. Alors la fouille continue, on descend au 3e palier, puis au 4e, mais au moment de passer au 5e palier, à 3,50 m de profondeur, apparaissent soudain des blocs de pierre qui forment une sorte de bouchon au sein du puits. On dégage quelques blocs et la grande surprise, au milieu de ces pierres, il y a des os humains. Les archéologues continuent à descendre et s'aperçoivent que ces os appartiennent à un individu en position debout et qu'à ses pieds, au fond du puits, a été déposé un autre individu assis. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là puisqu'on découvre à côté de cet individu assis une petite niche qui a été aménagée justement au fond du puits, comme une sorte de départ de sape. Et dans cette niche, il y a, devinez quoi, un 3e individu qui est en position assise lui aussi, il a l'air un petit peu replié dans la niche, et fait tout à fait troublant, il a été séparé des 2 autres squelettes par une sorte de petit muret en pierre et en terre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve ça déjà assez bizarre. Et pourtant, ça n'est pas tout. En effet, c'est l'examen des os qui va révéler quelques surprises. On comprend notamment que les individus n'ont pas été jetés depuis la surface du puits, mais déposés au fond soigneusement. En effet, la position si particulière des squelettes, ainsi que le manque de traumatisme qui aurait été causé par une chute, sont tout à fait parlants. Ça veut dire que quelqu'un a descendu ses corps tout au fond du puits. D'ailleurs, c'est la même chose pour les blocs de pierre. Aussi gros soient-ils, ils n'ont pas été jetés. On les a descendus soigneusement et agencés autour des corps. En plus de tous ces efforts pour descendre les corps et pour descendre les pierres, on se rend compte que l'un des individus avait les mains attachées. En effet, sa position laisse peu de place au doute, il avait les mains liées dans le dos. Toutes ces bizarreries, elles conduisent à une grande question. Que s'est-il passé au fond de ce puits ? Pour en savoir plus, l'archéologue Véronique Gallien a soigneusement reconstitué la succession des événements. Tout commence avec le premier individu qui est descendu et déposé dans l'alcôve. Il y demeure replié sur lui-même, le dos calé au fond. Alors, de qui s'agit-il ? Eh bien, probablement un homme, d'après la forme de la mâchoire, et plus précisément un adolescent de 15-16 ans, d'après l'état de croissance des dents. Après lui, est déposé un second adolescent, cette fois au sein de l'espace du puits, à l'exception des jambes qui dépassent dans l'alcôve. Cet individu-là a entre 18 et 20 ans, et les dimensions de ses os coxaux confirment qu'il s'agit d'un homme. C'est ce jeune homme qui présente les mains attachées dans le dos, ainsi que 2 traumatismes. Et c'est particulièrement intéressant puisque ces 2 blessures ne présentent pas de traces de cicatrisation. Elles sont donc survenues autour de sa mort, soit un petit peu avant, soit un petit peu après. La première blessure, c'est un choc sur le bas du dos qui a peut-être été administré avec le plat d'une épée. Et la deuxième blessure, c'est un choc assez violent
sur le côté du crâne. Pour résumer, ce jeune homme a été violemment battu avant d'être descendu au fond du puits. Et c'est là que ça commence à devenir un peu bizarre, puisque juste après l'avoir descendu, on n'a pas immédiatement déposé le troisième et dernier individu. Non, on a d'abord élevé une sorte de petite cloison de terre et de pierre, destinée à cloisonner la niche latérale. Cette cloison a d'ailleurs emprisonné les jambes du blessé, puisqu'elle a été construite littéralement par-dessus. D'ailleurs, on le voit très bien au niveau de la fouille, les jambes du blessé passent à travers cette cloison. En tout cas, c'est seulement après la construction de ce cloisonnement qu'on a déposé le dernier individu, un jeune homme de 16 à 18 ans qui est resté debout. On a ensuite installé une grosse plaque de pierre qui lui a bloqué une jambe et qui, par la même occasion, dissimulait depuis la surface l'individu assis au fond du puits. Puis ensuite, on a rajouté tout un tas d'autres pierres sur toute la hauteur du corps. Dernier élément très important, il se trouve que le dernier individu à avoir été déposé, ce jeune homme qui est resté debout, avait à sa ceinture une bourse qui contenait une douzaine de pièces de monnaie. Ces pièces, les archéologues ont pu les identifier comme de la petite monnaie, et surtout, ils sont parvenus à les dater. Et c'est là notre dernière grande surprise. Ces adolescents n'ont en fait rien à voir avec l'époque de la mine. Ils ont été déposés bien plus tard, vers 1420. Soit à la toute fin du Moyen-Âge. Or, à cette époque, le contexte était assez particulier, et c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Nous sommes donc à la fin du Moyen-Âge, quand 3 adolescents sont emmenés sur le site d'une ancienne mine, restée à l'abandon depuis des siècles. On les emmène jusqu'à un puits resté ouvert, et plutôt que de les y jeter, on prend la peine de les descendre à 4 mètres de profondeur. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est là toute la question. En fait, ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'on s'est quand même donné beaucoup de mal, à la fois pour descendre les corps sur 4 mètres de profondeur, dans un espace quand même assez réduit, mais aussi pour descendre et agencer tous les blocs de pierre, au lieu de simplement les jeter depuis la surface. Alors, ces efforts, s'ils ont été consentis, c'est qu'ils répondent à une volonté particulière, sinon on ne se serait pas donné tous mal. Et malheureusement, le rapport ne développe pas la réflexion sur ce point. Donc, je me suis creusé la tête et personnellement, je ne vois que 2 hypothèses à vous présenter pour justifier ces efforts. Première piste, on aura voulu, pour une raison ou une autre, éviter de porter atteinte à l'intégrité des cadavres. Autrement dit, on aura voulu préserver les corps, que ce soit pour une raison positive ou négative. Quand je parle de raison négative, ça peut être par exemple de conserver une tête au frais, dans un puits de mine, pour éventuellement l'envoyer à son ennemi s'il ne répond pas à l'ultimatum. Un exemple parmi d'autres. Mais la deuxième solution est peut-être encore plus simple, ce serait d'imaginer que ces adolescents étaient encore en vie, et que le dépôt, dans un premier temps, n'avait pas pour objectif de les tuer. Autrement dit, ces gens auraient été enterrés vivants. Cette dernière explication est à la fois la plus glaçante et celle qui me semble la plus probable. Car dans un tel scénario, les efforts déployés prennent tout leur sens. Les grosses pierres auraient servi à la fois à dissimuler les adolescents depuis la surface, en formant une sorte de bouchon, mais aussi à limiter leurs mouvements pour les empêcher de sortir. D'ailleurs, puisque l'individu le plus âgé est également le seul à présenter des blessures, c'est peut-être qu'il s'est montré le plus récalcitrant. Il aura fallu l'assommer et l'attacher pour le faire descendre, et même au fond du puits, on aura construit la petite cloison en terre par-dessus ses jambes pour être sûr qu'il ne puisse plus bouger. En conclusion, les adolescents n'étaient pas forcément morts quand ils ont été déposés. Quoi qu'il en soit, il faut quand même bien garder à l'esprit qu'on ne peut pas démontrer que ces adolescents sont bien morts au fond du puits. C'est une possibilité intéressante, mais archéologiquement, au niveau des squelettes, on n'a aucune information particulière là-dessus, donc ça reste une hypothèse non prouvée. Mais malgré tout, ne vous inquiétez pas, malgré cette incertitude, on va pouvoir aller plus loin. Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé et qui a joué un rôle dans cette affaire, c'est le contexte de l'époque. Un contexte très particulier, comme vous allez le découvrir. Alors avant de passer à la partie la plus fascinante de la vidéo, récapitulons ce qu'on a jusqu'à présent. On est sur une affaire clandestine, voire criminelle. Mais une affaire qui va beaucoup plus loin que la simple dissimulation de cadavres.
Des efforts importants ont été déployés pour descendre les adolescents, pour isoler l'alcôve, pour disposer des pierres à 4 mètres de profondeur, etc. Alors peut-être que ces individus étaient déjà morts, et que dans ce cas, les efforts s'expliquent par une volonté de ne pas porter atteinte à l'intégrité des cadavres, ou alors ces adolescents étaient encore bien vivants, et dans ce cas, on aura veillé à ce qu'il le reste, du moins, à court terme. Maintenant que tout est clair, allons plus loin. Souvenez-vous, le troisième individu avait à sa ceinture une bourse. Alors malheureusement les pièces étaient très corrodées, mais après analyse, le numismate Pierre-Marie Guillard est parvenu à identifier 2 options possibles. Soit ce sont des florettes de Charles VI, soit des florettes d'Henri V. Et ça tombe bien, dans les 2 cas ça fait remonter le dépôt vers 1419 à 1421. Or à cette date, notre site est dans une zone de guerre. En effet, la guerre de Cent Ans sème un véritable chaos dans la région, et de 1417 à 1425, la province du Maine est conquise par les troupes anglaises. Les Français mènent la guérilla, et les affrontements se multiplient. L'un d'eux semble d'ailleurs s'être produit à 800 mètres du site, au lieu dit la bataille. Mais ce n'est pas tout. Le château voisin de Montéhard, occupé par les Anglais dès 1417, aurait servi de camp de base pour mener toutes sortes d'exactions contre les habitants de la région, sans qu'on ait malheureusement plus de précision sur les exactions en question. Bref, en un mot, la région est en proie au chaos. On a des mouvements de troupes, des affrontements, et aussi des actes de brigandage qui se multiplient, profitant de ce contexte pour le moins désordonné. Ces actes de banditisme peuvent être causés par des soldats qui n'ont pas été payés, qui n'ont pas été soldés, ou alors tout simplement par des brigands, par des bandits. Et forcément, dans un tel contexte d'insécurité et de violence permanente, notre dépôt paraît tout à coup beaucoup moins bizarre. Ainsi, même si on ne peut pas la rattacher à un événement précis qui aurait été raconté par les textes, il est évident qu'il relève d'une affaire clandestine, voire éventuellement criminelle. Les coupables pourraient être des brigands, des soldats français, des soldats anglais, et les mobiles ont pu être divers. Règlement de compte, prise d'otages, vengeance, tout est envisageable, et le rapport de fouille ne s'avance pas pour privilégier l'une ou l'autre hypothèse. Cela dit, en admettant que ces jeunes hommes aient été déposés au fond du puits bien vivants, il y a pour moi 2 scénarios qui sortent du lot. Première piste, les adolescents ont pu être déposés vivants parce qu'on avait justement l'intention de les garder vivants. Imaginez par exemple qu'on ait voulu les échanger contre une rançon. On aura profité du puits pour les garder prisonniers, mais pour une raison ou une autre, les choses auront mal tourné. Peut-être par exemple que la rançon n'aura jamais été livrée. En tout cas, personne ne sera jamais venu délivrer ces adolescents en retirant les pierres et en les aidant à sortir du puits. C'est pourquoi ils y seraient morts. Deuxième option, peut-être qu'on les a déposés vivants, mais qu'on n'avait pas pour autant l'intention de les garder vivants. Autrement dit, peut-être qu'il s'agit là d'une mise à mort particulièrement atroce. On aura enfermé les adolescents au fond de ce puits pour qu'ils y meurent, peut-être par vengeance, par haine, dans le cadre d'un règlement de compte. En tout cas, plusieurs pistes sont possibles. Un seul élément est sûr et certain, le vol n'était pas le mobile, puisque le troisième individu avait encore sa bourse. Et d'ailleurs, si le numismate Pierre-Marie Guillard a raison et que ce sont bien des florettes d'Henri V, alors ce sont des pièces anglaises. Autrement dit, nos 3 adolescents pourraient être de jeunes soldats anglais, faits prisonniers et victimes d'une mise à mort sordide. On peut imaginer qu'ils aient été capturés par des soldats de la région, et que ces derniers, connaissant bien le site de l'ancienne mine avec ses puits restés ouverts, aient décidé de les y emmener pour on ne sait quelle raison. Peut-être pour les laisser au fond d'un puits le temps d'obtenir une rançon, ou peut-être pour les y laisser mourir. Mais là encore, ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres, et forcément avec les éléments qu'on a à disposition, on ne peut pas vraiment trancher. Alors pour achever de complexifier tout ça, j'ai demandé son avis à Jennifer de la chaîne Boneless Archéologie, qui est toujours d'excellents conseils, et j'ai bien fait puisqu'elle m'a proposé 2 autres scénarios possibles que je n'avais pas envisagés et qui sont tout aussi intéressants. Alors évidemment, c'est toujours de la pure spéculation, mais je trouve quand même intéressant de vous les présenter puisque ça ouvre le champ des possibles.
Alors premier exemple d'autres scénarios envisageables, l'intimidation. Imaginez qu'on vous enferme dans un puits, séparé de vos camarades, morts ou vifs, mais à portée de voix. Eh bien, voilà de quoi vous infliger une sacrée pression psychologique, et peut-être vous soutirez de précieuses informations. L'hypothèse de l'intimidation est donc possible, d'autant plus s'il s'agissait de soldats. Autre piste, pourquoi ne pas voir en ces 3 adolescents de jeunes soldats ayant déserté, et desquels on aura voulu faire un exemple ? Ainsi, peut-être que ces soldats ont été pris en flagrant délit de fuite et qu'on a voulu leur infliger une punition exemplaire pour dissuader leurs camarades, qui auraient pu eux aussi être tentés de déserter. La piste de déserteurs pour lesquels on aura fait une punition exemplaire est une autre piste assez intéressante et ça vous montre bien que tout un éventail de possibilités reste possible. Quoi qu'il en soit, il convient de rester prudent. D'autant que ce cas n'est pas encore publié dans un article scientifique à ce jour, il n'est présent que dans le rapport de fouille, et aucune hypothèse n'y est privilégiée. D'ailleurs, on ne saura probablement jamais ce qui s'est vraiment passé précisément. Alors, s'il y a bien une chose à retenir de ce cas, c'est qu'il s'agit d'une affaire clandestine, parce que ça, en l'occurrence, on en est plus ou moins sûr. Et d'ailleurs, c'est justement cette caractéristique qui m'a poussé à vous parler de ce cas. Parce qu'on a beau avoir un dépôt bizarre au fond d'un puits, ça n'est pas pour autant un rituel inconnu ou un sacrifice. On a simplement réutilisé de manière opportuniste un vieux site minier pour une sale besogne. Et de même, on a beau avoir des éléments bizarres comme le cloisonnement de la niche, des efforts pour descendre les corps, les mains liées, etc. Eh bien, ça reste une affaire clandestine et potentiellement criminelle. C'est le genre d'explication qui peut tout à fait s'appliquer à des dépôts encore plus anciens mais tout aussi bizarres et pour lesquels on a plutôt tendance instinctivement à envisager des pistes de rituels ou de sacrifices. Et d'ailleurs, si ce cas précis du bois de Bélan n'avait pas été daté du Moyen-Âge, qu'il avait été daté de l'époque gauloise par exemple, je suis sûr que moi le premier, j'aurais eu tendance à y voir un rituel. Et c'est en ça que ce cas me semble particulièrement pertinent. C'est pour ça également que je n'ai pas annoncé la datation du dépôt dès le début de l'épisode. J'ai laissé un peu de suspense afin que vous puissiez vous aussi voir comment évoluer vos interprétations et voir si vous aussi vous avez pensé à la piste rituelle avant que je vous annonce que c'était daté de la fin du Moyen-Âge. Ça permet d'être au courant de nos propres biais et de ne pas forcément se faire avoir quand on nous présente des cas mystérieux. Puisqu'après tout, présenter des cas mystérieux, ça reste quand même le but de cette chaîne. En tout cas, même si on n'y pense pas forcément tout le temps, les affaires clandestines ou criminelles existaient bel et bien dans le passé, et on sera d'ailleurs amené à reparler d'une affaire criminelle très célèbre avec Eudie. Je vous prépare un documentaire sur le sujet, ça arrive bientôt entre guillemets, parce que ça prend quand même du temps, mais en tout cas, c'est sur le feu et ça devrait être la prochaine vidéo. D'ici là les amis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur ce genre de sujet et si vous avez envie de soutenir la chaîne. Je rappelle aussi au passage que j'ai un Tipeee en description, c'est ma principale source de revenus à présent. Donc je compte sur vous si vous avez envie de soutenir la chaîne. C'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de continuer mon activité. Allez, sur ce, je vous fais des gros poutous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thomas. Tchuss!